Et en direct du studio radio de la Première, nous recevons ce matin le député de la première circonscription, Philippe Dunoyer. Les questions de Thierry Belmont. Bonjour Philippe Dunoyer. Bonjour. Il y a eu ce comité des signataires qui a permis d'avancer sur la question, avancer aussi sur le groupe de travail qui va se reformer, et puis la charte des valeurs communes des Calédoniens. Le consensus, Philippe Dunoyer, est-il possible avant l'arrivée du président de la République ? Il est nécessaire. Et en ce sens, le dernier comité des signataires a permis, sous la houlette, il faut le redire, du Premier ministre, d'un Premier ministre très impliqué, de retrouver, de retisser les fils d'un dialogue qui s'était distendu. Je pense notamment, vous l'avez dit, au groupe Chemin de l'avenir, qui a dû voir partir certains de ses membres qui reviennent aujourd'hui. Tant mieux, parce qu'ils vont justement devoir et avoir à travailler sur un document très important, qui est celui que vous aviez cité, la charte, une charte des valeurs, qui est censé nous rassembler et qui va nous rassembler, qui peut nous rassembler. Je rappelle que toutes les formations politiques, depuis maintenant 3 ans, travaillent sur ce sujet, formulent des propositions sur ce sujet. Donc ce serait quand même bien dommage qu'alors que tout le monde reconnaît, en tout cas dans les discours officiels, que le référendum aura bien sûr une question, un sujet, mais qui va nous opposer, on peut et nous devons travailler sur tous les autres sujets qui peuvent nous rassembler. Le problème, c'est que vous n'avez pas tous la même interprétation de cette feuille de route de la Charte des valeurs. Pierre Frogier du Rassemblement, pas sûr qu'il soit prêt à signer. Idem pour Sonia Baquès des Républicains calédoniens qui va sûrement se faire entendre. Ça va être compliqué ? Rien n'est simple, mais je crois que la feuille de route a d'abord été fixée très clairement par le Premier ministre, et comme lui-même l'a rappelé lors du dernier comité des signataires, personne n'a contesté cette feuille de route. Et dans cette feuille de route, il y avait bien, après 3 ans de travail, la formalisation de la charte. Alors évidemment, c'est un document très important qui est censé regrouper et exprimer notre soutien très fort à des principes et des valeurs républicaines d'abord, chrétiennes parce que nous sommes une terre sur laquelle la religion a une importance qui n'est pas utile de démontrer, et puis kanak et océanienne parce que nous sommes dans l'environnement océanien que tout le monde connaît. Si chacun peut s'entendre sur le principe, ensuite dans la rédaction d'un document qui a valeur symbolique, il y aura nécessairement des discussions, mais il ne faut surtout pas que ceux qui reviennent dans ce groupe aient l'intention d'enterrer la charte. Avec sinon, ça ne se passera pas bien. Il faut l'enrichir, il ne faut pas l'enterrer. Avec l'intention que les cadres de cette charte pourra être présentés au président de la République début mai. Ce serait parfait. Oui. Ce serait parfait. Le groupe se réunit le 23, mais pas seulement le 23. Je rappelle que, notamment le représentant du Premier ministre, M. Senners, a vocation à rester quelques jours en Nouvelle-Calédonie. Peut-être que le 23 suivra le 24 au 23, ça c'est sûr. Et s'il faut terminer les travaux le 24, ce sera tant mieux. C'est un document qui est important. C'est pas le seul. La feuille de route du Premier ministre fixe d'autres objectifs, le bilan de l'accord de Nouméa, la place de la Nouvelle-Calédonie dans la région, etc. Donc il faut continuer d'arrache-pied pour être le plus près possible le 4 novembre. Et puis cette intention de mettre cette charte, en tout cas en discussion, en consultation par Internet. Quel sera le mode opératoire ? Alors ce sera un mode opératoire à déterminer une fois que cette charte sera connue, mais pour Calédonie Ensemble, permettez-moi de dire qu'on est très, très attaché à ce que ce document, justement, ne reste pas un document d'abord inconnu des Calédoniens, une forme d'objet politique non identifié entre les mains seulement des élus. Il faut que les Calédoniens puissent en prendre connaissance, probablement au travers d'un site. Certainement, puisque la modernité de nos échanges induit nécessairement que l'État, ce sera sous la houlette de l'État, crée un site, permette aux Calédoniens d'y accéder, d'en faire une critique constructive et des commentaires, et puis probablement aussi sous d'autres moyens. Éviter certaines dérives aussi, quand on parle de site Internet. Oui, il y aura certainement des modérateurs, des régulateurs, bien sûr, mais le plus important là-dedans, c'est que les Calédoniens, 1, en prennent connaissance, 2, se l'approprient, parce que ça assoira la légitimité de cette charte pour l'avenir, et c'est un document qui a vocation à servir dans l'avenir. Et cette consultation publique sur Internet devrait durer combien de temps à peu près ? Le plus tôt possible, c'est pour ça qu'il est relativement urgent quand même de finir un travail qui a commencé depuis déjà plus d'une trentaine d'heures. Je rappelle que les membres du groupe de travail qui ont aujourd'hui mis sur la table ce projet ont travaillé plus d'une trentaine d'heures. Donc il ne faut pas trop tarder. On est déjà au mois d'avril et la consultation aura lieu en novembre. Donc le plus tôt sera le mieux pour que les Calédoniens aient le plus de temps possible pour exprimer leur position. Le plus de temps possible. On entend de plus en plus les gens, les citoyens s'exprimer. Beaucoup critiquent les élus. Il y a cette lettre de citoyens qui circule en ce moment sur Internet et qui dit en gros que les élus semblent plus préoccupés par leurs résultats aux prochaines élections provinciales ou leur campagne de communication que par la construction d'une société équilibrée. Est-ce que vous l'entendez, ça, Philippe Dunoyer ? Il y a cette lassitude du jeu politique, des querelles politiques et cette demande de prise en compte des réels enjeux de la société.
Bien sûr. Alors d'abord, j'entends tout à fait, et les Calédoniens qui s'expriment dans le document que vous avez cité ont raison de dire que certains se positionnent déjà par rapport aux échéances provinciales, ce qui pose de nombreux problèmes dans le cadre des discussions préalables au référendum. C'est pas votre cas? Non. Non, on a été critiqué justement pour avoir été, Calédonie Ensemble, du début jusqu'à la fin, associé au processus, présent pendant des heures de discussion, alors que pour d'autres représentants de partis politiques, c'était suspect. Et c'est évidemment pas suspect puisqu'on n'a pas changé d'avis, si ce n'est quand on se place déjà dans un axe de campagne électorale pour essayer de cliver par rapport à son adversaire. Mais je ne veux pas polémiquer là-dessus. Vous y pensez quand même un petit peu, les provinciales? Les provinciales, c'est dans plus d'un an. Hein. Alors, moi, je veux bien qu'on y pense, mais enfin, quand même, se préparer et commencer à faire campagne plus d'un an avant, pour Calédonie Ensemble, c'est pas l'objectif. La priorité, évidemment, 2018, c'est le référendum. Mais je peux entendre, hein, évidemment, on le sait bien, ici comme en métropole, vous avez dit tout à l'heure que vous vous rappelez en tout cas qu'une loi, une réforme constitutionnelle viendra notamment toucher des déséquilibres des institutions, parce que les critiques adressées aux élus sont fortes, donc il faut les entendre. Elles ne sont pas toujours toutes justifiées, hein, permettez-moi quand même de le dire, mais il faut les entendre, parce que si c'est un sentiment, il faut combattre ce sentiment et surtout continuer sans fin d'aller sur le terrain à la rencontre des Calédoniens, d'expliquer, de se faire critiquer, mais il n'y a pas de problème là-dessus, et puis de débattre, parce que c'est ce qui fait aujourd'hui, je pense, la beauté du travail d'élu, quel qu'il soit, d'être en contact avec les électeurs. Et si la Calédonie avait demain moitié moins de parlementaires, un seul député, un seul sénateur, est-ce que vous irez dans ce sens? De toute façon, la loi s'imposera à tout le monde. On est légaliste à Calédonie Ensemble. Donc si cette loi... vous avez votre mot à dire en tant que député au sein de l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Le plus important, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi une réforme du nombre d'élus? Moi, je crois que cette réforme, elle vient justement, précisément par rapport à ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire un bruit de fond, de contestation, de critique assez forte à l'égard des élus. Et donc, jusqu'à maintenant, ce redécoupage pasqual là, qui était favorable aux loyalistes, ça va vous poser préjudice si jamais il y a cette réforme? Non, ça posera préjudice à la Nouvelle-Calédonie, je peux vous le dire maintenant avec mon expérience, même si elle est courte. En Calédonie, on n'a pas l'impression que c'est ainsi, mais à Paris, on n'est pas de trop d'être à 4 pour rappeler les intérêts, les spécificités, les demandes des Calédoniens parmi tous les dossiers qui existent. Moi, je crains surtout que le déficit de représentation nationale pour les ultramarins, pour les Français de l'étranger, pour les Calédoniens spécifiquement, nuisent à la défense de nos intérêts. C'est surtout ça qui me préoccupera. C'est probablement là-dessus qu'on aura des interventions à faire quand la réforme se présentera à l'Assemblée nationale. De la même manière pour les élections européennes. Attention à ne pas, sous couvert de démagogie électorale pour certains, ou d'objectifs prioritaires, attention à ne pas casser la représentation qui est déjà fragile de ceux qui sont les plus loin, les plus éloignés des centres de décision, et je pense donc là-dessus aux Calédoniens. Donc un seul député pour toute la Calédonie, ça ne posera pas problème, ça vous semble envisageable pour pouvoir défendre les Calédoniens? C'est ce que je viens de dire, ce sera 2 fois plus difficile, et c'est déjà pas facile. Bien. Est-ce que ce référendum est parti pour être apaisé, Philippe Dudoyer, quand on entend par exemple les propos de Louis Cotrat-Uriguet, qui se font de plus en plus forts d'ailleurs, il parle encore de fraude électorale et de pro-colonialistes en parlant de vous, des loyalistes. Quel est votre sentiment? Alors, je ne suis à la fois pas surpris de ces discours, mais je les trouve clairement irresponsables. Je le dis très simplement, mais très fermement, on ne peut pas, à quelques mois du référendum, pour des objectifs électoraux, tenir de tels propos et faire croire que les listes électorales sur lesquelles tout le monde a travaillé depuis des années, qui font l'objet de rapports, d'examens, par des missionnaires, des experts de l'ONU, par des missionnaires du comité de décolonisation, dont d'ailleurs M. Uriguet a rappelé l'importance, avec l'État, avec la justice, on ne peut pas dire qu'il existe une fraude, on ne peut plus dire ça, il ne faut pas dire ça, parce que c'est faux. Il ne faut pas dire non plus que des personnes qui devraient être inscrites ne le sont pas. Précisément, on a dû modifier la loi organique pour introduire des nouveautés totales à l'échelle du droit civil électoral français, récemment, en modifiant la loi organique pour permettre l'inscription d'office de ceux qui ne l'étaient pas encore. Donc faire croire ça, c'est alimenter
chez ceux qui entendront ce discours la croyance qu'on aura de toute façon un résultat qui ne s'imposera pas. Et c'est ça qui est le plus grave, c'est d'appeler, parce que c'est carrément ce qu'il a induit hier, sans utiliser le terme, au boycott de ce référendum. C'est dangereux. Et quand on vous traite de pro-colonialiste, vous répondez quoi? Mais après, vous savez, tous les jours, on va pouvoir nous traiter de plein de choses. Moi, ce que je sais, c'est qu'on est à Calédonie Ensemble dans un parti qui n'a pas changé d'avis. Et depuis l'origine, nous sommes contre l'indépendance. Un parti non indépendantiste, c'est les catégories dans lesquelles on rentre ou on fait rentrer les partis. Donc, utiliser le terme pro-colonialiste, c'est volontairement se placer sur un terrain conflictuel en essayant de faire ressortir ce qui existe, des ressentis difficiles par rapport à la période de la colonisation, et de cacher les lumières de cette colonisation. Donc moi, je conteste ces propos parce qu'ils sont très dangereux. Ils font d'ailleurs beaucoup de mal dans le camp indépendantiste, notamment chez des jeunes électeurs, mais ils font du mal collectivement à la Nouvelle-Calédonie. Et on n'a pas besoin de ça à quelques mois du référendum. On se retrouve dans un instant, Philippe Dunoyer, à partir de 7h05 avec les téléspectateurs en radio. Et l'invité ce matin, Philippe Dunoyer, le député de la première circonscription. Nous attendons bien sûr vos coups de téléphone, vos appels téléphoniques au 258 à partir de maintenant. Et n'attendez pas le dernier moment pour nous appeler. Thierry Belmont. On aborde le chapitre sécurité, si vous le voulez bien. C'est un sujet qui interpelle beaucoup les Calédoniens. Il y a l'enjeu du référendum, il y a le quotidien de tous les Calédoniens. Si j'en crois votre bilan présenté la semaine dernière, il y aura en Nouvelle-Calédonie 53 postes de policiers et gendarmes supplémentaires, un 5e escadron de 75 gendarmes, une brigade motocycliste à Koné, une unité de police de proximité dans les quartiers nord en septembre. Est-ce que la sécurité des Calédoniens, ça passe forcément par plus de gendarmes et de policiers sur le terrain ? Oui, notamment, pas seulement, évidemment, il y a d'autres dispositifs qui sont des dispositifs locaux, en matière de prévention notamment, mais s'agissant des moyens de l'État, ceux qui sont mis au bénéfice des forces de l'ordre, de policiers, de gendarmes, il est important que les Calédoniens puissent voir, et notamment les délinquants aussi, constater que les policiers, les gendarmes sont présents sur le terrain. On a aujourd'hui des demandes, vous les avez rappelées, qui ont été entendues, c'est une bonne chose. On a aussi une perspective de voir revenir en Calédonie 24 policiers, hommes et femmes qui ont réussi le concours. Ça fait beaucoup de policiers quand même sur le territoire. Hein. On doit être l'un des territoires d'outre-mer où il y a plus de policiers, voire nationaux d'ailleurs. Mais on est à combien de policiers sur le territoire, les gendarmes, combien d'effectifs total? Pour les deux, pour les deux, on doit être à 1200, je pense. J'ai jamais fait le calcul en ce sens, mais on est entre un petit peu moins de 600 pour les policiers. Je pense que les effectifs de gendarmes sont à peu près identiques, mais on ne peut pas se comparer non plus, même si c'est vrai, on peut comparer les chiffres, la situation en Nouvelle-Calédonie, la proximité du référendum, les tensions que ce territoire a déjà connues par le passé, et les enseignements qu'on en a tirés, qu'on doit en tirer tous ensemble, nécessitent qu'il y ait plus de policiers, plus de gendarmes, mais plus de coordination entre eux. J'insiste aussi parce que ce ne sont pas que des effectifs supplémentaires, c'est aussi un travail sur le terrain avec les policiers municipaux, avec les responsables des collectivités qui sont mieux organisés, avec plus de tuilage les uns avec les autres. On se remplace, on s'aide, on s'associe pour juguler lorsqu'il y a des vagues de délinquance, ces vagues qui se présentent sur le territoire. Et les Calédoniens ont besoin de savoir que nous sommes, que ce soit les parlementaires, que ce soit l'État en Nouvelle-Calédonie, présents à leur côté. Alors, on va se diriger vers le téléphone. Tout à fait, avec Élise, dans un premier temps. Bonjour Élise. Oui, bonjour Monsieur Dunoyer. Bonjour. Une petite question. En fait, j'ai vu sur les réseaux sociaux que le projet de charte du G7, en fait, qu'avait préparé le G7, est-ce que j'ai vu que c'était enterré non avenu. Donc j'aimerais savoir si c'était de l'intox ou si c'était vrai. Philippe Dunoyer vous répond. Alors, bonjour, merci pour votre question. Ce que vous avez lu est exact, puisque ça a été une des déclarations d'une des participantes au comité des signataires. En début de comité des signataires, pour indiquer que, n'ayant pas participé à sa rédaction, il fallait considérer que ce texte n'existait pas. Vous parlez de Sonia Backès. Oui. Mais en l'occurrence, heureusement, à la fois le Premier ministre a rappelé que ce texte existait, il était devant lui, il en a d'ailleurs communiqué la teneur à tous les participants, il a décidé d'organiser le lendemain une nouvelle réunion de ce groupe, dans laquelle, tant mieux, tout le monde revient pour travailler, donc il faut mettre ça sur le coup peut-être d'une irritation, d'une déclaration intempestive. Aujourd'hui, ce projet de charte existe bel et bien. Il fait clairement l'objet de l'ordre du jour fixé par le Premier ministre de la réunion du 23 avril. Et comme je le disais tout à l'heure, j'espère
qu'après encore quelques améliorations qui sont toujours possibles, évidemment, ce texte pourra sortir et encore une fois être envoyé à votre auditrice, aux autres Calédoniens qui souhaitent s'intéresser à ce sujet. Via donc ce site internet que vous souhaitez mettre en place. Justement, par rapport à cette consultation publique là, sur cette charte des valeurs communes, quelle importance sera donnée à l'avis des Calédoniens? Ça sera un avis consultatif? Oh, bah alors c'est un peu difficile pour moi de vous répondre. Non, oui, il y a une consultation qui va être effectuée avec des propositions. En tout cas, c'est comme ça que l'État, parce que ce sera une démarche que l'État mettra en place, une consultation avec des propositions qui pourront être introduites dans la charte. Un équilibre donc qu'il faudra préserver, mais on ne peut pas soumettre ce document à un référendum avant le référendum, pour répondre autrement à votre question. Par contre, avant que ce document ne soit officiel, c'est-à-dire après la visite du président de la République, à la fin de ce processus de consultation, si les Calédoniens majoritairement, ce que je crois, se retrouvent dans les principes qui sont affirmés dans ce document, on pourra avoir de manière beaucoup plus solennelle un document présenté par tous les partis politiques et qui aura une existence d'abord symbolique et puis ensuite juridique. On retourne au standard avec Jean. Bonjour Jean. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu, on vous écoute. Je vous remercie. Bonjour monsieur le député. Voilà, j'ai une question pour vous. Lors de l'examination de la loi organique, il y a Gérard Poadja qui a parlé de ses origines et de son père. Gomez, il a rendu hommage aux pionniers du pays. Vous avez parlé de votre famille, de vos origines. Et vous croyez qu'il est intéressant ou pertinent de parler de son intimité dans l'hémicycle lors d'examen de loi? Merci Jean pour votre question. Remercie, au revoir. Philippe Dunoyer. Merci, bonjour et merci pour votre question. Je crois que oui. Alors, c'est pas orthodoxe, évidemment. On ne fait pas souvent. On n'a pas souvent l'occasion d'exposer un peu une part de soi quand on défend des textes, mais sur un texte aussi important que la modification de la loi organique pour stabiliser le corps électoral. Et si on stabilise le corps électoral, on a un résultat qui s'impose à tous. Et je reprends là-dessus le raisonnement que je tenais tout à l'heure. Eh bien, on peut et on doit, je crois, pouvoir dire à quel point nous sommes attachés. C'était le cas de Gérard Poadja, c'est le cas de Philippe Gomez, et c'était mon cas, attachés pour des raisons politiques, juridiques, mais aussi personnelles, à ce que ces modifications, à ce que cette stabilisation du corps électoral soit faite, parce que c'est à cette condition que l'environnement de paix dans lequel nous vivons depuis 30 ans sera maintenu, et c'est, je crois, la principale attente des Calédoniens. Et puis on fait jouer aussi la fibre émotionnelle au sein de l'hémicycle. Oui, alors c'est un peu... Là, je peux prendre mon expérience, je ne peux pas parler au nom de Gérard et de Philippe, mais c'est un petit peu particulier, d'abord de se mettre un peu à nu devant les députés ou devant les sénateurs, c'est pas classique, mais je crois qu'effectivement, et ça s'est trouvé le jour du vote solennel sur la modification de la loi organique, les députés ont tous aussi une part d'intime ou d'intimité, et lorsqu'ils voient un des leurs s'exposer sur un sujet aussi sensible que celui-là, eh bien on trouve, c'est ce qui s'est passé, une unanimité quasiment parfaite, à moins deux députés, avec un moment assez fort, je crois, qui marquera le travail dans l'hémicycle de cette mandature. Allez, autre question au téléphone. On a encore deux auditeurs qui attendent. 7h14. Steve, bonjour, soyez le bienvenu et merci d'avoir appelé. Oui, bonjour, M. Dunoyer. J'ai entendu me dire dans les médias pendant votre conférence de presse que la charte devait rester confidentielle. Mais alors pourquoi on l'a vu sur les réseaux sociaux? Merci de votre question, Philippe Dunoyer. Oui, bonjour monsieur, et merci pour votre question. C'est vrai que ça peut surprendre. J'ai été moi-même surpris jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que le pseudo derrière lequel la personne a souhaité mettre sur les réseaux cette charte est un pseudo qui cache le nom d'un élu du Congrès. Et je trouve que c'est très grave d'abord d'avoir un discours, parce qu'il s'agit en l'occurrence de M. Blaise. Et M. Blaise tient des discours très critiques, notamment à notre égard, pour contester, par exemple, le fait que Philippe Gomez, après un travail dans le groupe et après un envoi par le président du Congrès, ait mis sur sa page Facebook l'exposé des motifs qui devait décider de la date du 4 novembre. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu comme critique sur c'était inadmissible, on dévoilait un secret. Là, en l'occurrence, cette charte, elle est totalement confidentielle puisqu'elle est entre les mains seulement du Premier ministre et des élus. Et là, j'observe que quelqu'un la met sur les réseaux et pas pour l'encenser. Probablement est-ce bien l'objectif d'ailleurs de critiquer et de faire tout ce qu'on peut pour saper le travail qui a été élaboré depuis plusieurs mois maintenant
essentiel, je le redis, hein, cette charte, elle doit définir tous ensemble des principes et des valeurs qui nous conduisent dans la vie au quotidien. Donc, je le constate, c'est fait, maintenant c'est fait. C'est la responsabilité de celui qui en a pris la décision, mais je la conteste et on saura s'en souvenir quand on entendra de nouvelles critiques qui s'adresseront à ceux qui travaillent. Est-ce qu'il ne va pas arrêter le travail qui est entamé? Ah ben non, ce serait faire trop d'honneur à cette tentative de déstabilisation. Le travail continue. On fait un dernier tour par le standard avec Christopher. Bonjour Christopher. Oui, bonjour. Bonjour, on vous écoute, soyez le bienvenu. Bonjour monsieur le député, bonjour à tous. Voilà, j'aurais quelques questions à poser parce qu'en fait, la première chose, on parle beaucoup de la vie chère et je ne sais pas ce que vous en pensez monsieur le député, comment ça se fait que dans notre pays qui sommes des importateurs, on va dire, mis à part le nickel qu'on fait en importation, puis deux, trois petites exportations, on n'est qu'un pays d'importateurs. Comment se fait que les taxes, et d'ailleurs où vont l'argent des taxes douanières et comment ça se fait qu'on ait des taxes qui soient aussi importantes dans tout ce qu'on achète, tout ce qu'on fait venir, etc. Alors qu'on est un des pays les plus loin du monde de tous les fournisseurs, etc. Donc j'ai un peu de mal à comprendre et j'aimerais savoir si en tant que député et donc par rapport à votre mission, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nous aider un petit peu, pour qu'on essaie d'avoir une vie chère, une vie un peu moins chère. Voilà. Merci Christopher. La réponse de Philippe Dunoyer. Bonjour et merci aussi pour votre question, monsieur. Alors, en tant que député à l'Assemblée nationale, pas trop, puisque là, le sujet est exclusivement calédonien. C'est le Congrès qui prend ce genre de décision, qui instaure, corrige ou retire des taxes douanières, puisque c'est le sujet. Et c'est le Congrès qui met en place des mesures pour lutter contre la vie chère. Deuxième chose, ce ne sont pas, même si on peut le croire, et certains peut-être le font croire, ce ne sont pas les taxes qui constituent le moteur de la vie chère en Nouvelle-Calédonie. On l'a vu, lorsque des taxes qui existaient ont été retirées, les prix n'ont pas changé par le passé. Donc ces taxes, elles sont aujourd'hui probablement à revoir parce qu'elles sont nombreuses, parce qu'il faut les faire vivre au fur et à mesure des marchés. Mais je crois que ce qui est le plus important, c'est ce qui est en cours, un travail lancé depuis longtemps au gouvernement, c'est la lutte contre la vie chère avec des dispositifs qui permettent d'améliorer la compétitivité des entreprises. Les organisations syndicales travaillent sur ce sujet compliqué. Il faut, et nous l'avons mis en place, une autorité régulatrice de la concurrence, parce que ici comme ailleurs, il y a des comportements qui sont déviants par rapport aux règles du Code de commerce et des bons comportements concurrentiels. Mais pour ce qui est des taxes, et je terminerai ainsi, en tout cas des taxes douanières aujourd'hui, il faut faire très attention parce qu'il est très simple de supprimer des impôts. Mais par contre, ces impôts rentrent dans les caisses de toutes les collectivités et une fois que ces impôts disparaissent, c'est potentiellement un levier d'action de ces collectivités qui disparaît. Vous l'avez dit encore tout à l'heure, chaque jour, potentiellement, on peut avoir des associations qui sont en difficulté, des entreprises qui le sont tout autant et on ne peut pas se résoudre non plus à mettre en difficulté ces entreprises parce que des comportements anticoncurrentiels ne seraient pas respectés. Donc il faut prendre le temps, c'est un sujet compliqué, mais je crois qu'on est sur la bonne voie. Les entreprises doivent être plus compétitives et j'espère que enfin la vie chère, qui est un des marqueurs de la Nouvelle-Calédonie à l'échelle nationale, connaîtra une décrue plutôt qu'une montée. Voilà, un sujet sur lequel nous reviendrons très probablement. Philippe Dunoyer, merci d'être venu à notre micro. Vous êtes le député de la première circonscription. Merci de votre invitation. Merci beaucoup.